Monaco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle production Radio Diagonale, le mur des légendes. C'est la grande première avec Rome et avec Boris. Bonsoir messieurs. Salut Damien. Salut messieurs. Et salut Rome. Et donc le mur des légendes qui pendant longtemps a été ce running gag, on va dire, aujourd'hui suppléé par la matinale. Mais ça y est, le mur des légendes est bien réel. Ouais. Il commence avec un épisode consacré à Eric Abidal. Donc on va quand même un petit peu expliquer le principe de cette émission, Boris. La première chose qu'on voulait aussi faire, qu'on voulait mettre en œuvre, c'était d'abord de parler, de mentionner quand même les grands joueurs qui ont fait l'histoire de l'AS Monaco, ou peut-être un peu moins justement, en partant du mur des légendes du club. Ouais, c'est ça, c'est que le nom, effectivement, bon, il parle un peu de lui-même, hein, de toute façon, le mur des légendes. Il vient d'une initiative du club qui a... plusieurs années maintenant, je pense que c'était au moment de la remontée, si je me souviens bien, que ce mur des légendes avait été créé, mis en place au stade Louis II pour honorer les grands joueurs de l'histoire de l'AS Monaco. Ça peut faire penser, notamment ceux qui sont un peu fans de sport américain, aux maillots qui sont retirés dans les stades, que ce soit par exemple au basket, au foot US, je pense que dans tous les sports US il y a ça, l'idée que quand quelqu'un a marqué l'histoire d'un club, on honore sa mémoire et on lui garde une place spéciale dans l'histoire du club. Et du coup on voulait un petit peu nous aussi participer à ça et créer notre propre mur des légendes de l'AS Monaco. L'idée était effectivement de faire un petit peu aussi un lien avec ces émissions qui ont beaucoup plu à l'époque aux auditeurs, qui étaient les mémoires vives d'ASM Foot, qui étaient souvent consacrées à des joueurs ou alors évidemment à des entraîneurs. Mais voilà, c'était aussi l'idée de reprendre un petit peu ce format-là. Et puis Rome, comme tu l'as dit Boris, mais Rome justement d'ajouter aussi notre petite patte à travers ce propre mur qu'on allait nous-mêmes réaliser, quoi. Ouais, tout à fait. Le mur actuel, il comporte 25 joueurs, c'est ça? Si ma mémoire est bonne. Il y a certains qui peuvent porter à débat, il y en a certains aussi qui sont certainement oubliés. Après, le mur, il va peut-être aussi avoir une petite mise à jour, même de la part du club, d'ici quelques années, avec peut-être des joueurs un peu plus des années 2010 et évidemment de ce titre de 2017. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est déjà de revenir essentiellement sur les joueurs qui sont déjà officiellement sur le mur, parce que quand même la plupart méritent leur place. Mais il y en a quand même pas une dizaine, mais pas loin, qui pour moi sont peut-être pas forcément à leur place. Et puis aussi, on rappellera que ces émissions-là, elles sont aussi choisies, entre guillemets, par les auditeurs, puisqu'on soumet au sondage pour vous, pour que vous puissiez justement choisir le joueur dont on parlera en émission, sauf celui-ci on a voulu le choisir nous, Eric Abidal, qui est donc Boris, le tout dernier inscrit, en tout cas affiché sur ce fameux mur, et peut-être justement l'un des plus il y aura un consensus en fait, mais pas dans le bon sens. Ouais, sûrement l'un des plus problématiques, mais ça s'explique un petit peu par le timing que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, le mur des légendes, il a été fait à la remontée, avec Monaco sous Ribolovlev qui essayait d'écrire une nouvelle histoire, et on a mis en avant d'anciens joueurs.
J'imagine qu'il y avait l'idée de mettre en avant un des nouveaux joueurs qui rejoignait l'équipe à ce moment-là. Eric Abidal avait l'avantage, même si on verra que c'est un peu tiré par les cheveux d'avoir déjà joué à l'AS Monaco dans le passé. Il avait l'avantage d'avoir une grande carrière derrière lui, donc on l'a mis tout de suite en avant. C'était le capitaine de cette équipe-là. Et effectivement, c'était le dernier nom. Il n'y a pas eu d'update depuis, à ce qu'on sache. Hein, on ne se balade pas dans les couloirs du U2, mais a priori, il n'y a pas eu d'update. Mais voilà, du coup, nous, on va pouvoir éventuellement rajouter de nouveaux joueurs et puis peut-être en enlever certains, comme Eric Abidal, on va voir. Voilà, on détaillera évidemment la façon dont on a procédé pour la seconde partie de cette émission, où on se penchera plus sur la place véritablement d'Abidal sur le mur. Mais d'abord, parlons un petit peu du joueur Eric Abidal, qui a eu un parcours assez original, on va dire, en tout cas, et qui n'a pas eu un parcours tout à fait classique, et qui fait finalement aussi partie des rares joueurs hommes à avoir retrouvé l'AS Monaco une deuxième fois. Oui, c'est sûr qu'il a commencé sa carrière au club. On va y revenir, mais on l'a relativement peu vu et il est revenu en fin de carrière, voilà, faire une dernière pige au club qui nous a plutôt été utile d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on pense à Eric Abidal, très clairement, on pense pas à l'AS Monaco, on pense soit au Barça, soit à Lyon. L'AS Monaco, c'est un peu tiré par les cheveux, en effet. On va le voir, il y a guère plus qu'une cinquantaine de matchs et pas beaucoup en tant que titulaire, parce que ces 2 premières saisons, c'était pas forcément le cas. Donc, voilà, comme tu l'as dit, il a été mis sur le mur parce que le mur a été fait à ce moment-là et que c'était peut-être un peu moins risqué de mettre Abidal que de mettre un Falcao, par exemple. Mais l'histoire va faire mentir la chose et Abidal, au final, certes, il est revenu, mais ça va durer qu'une saison. Ouais, et donc cet Eric Abidal qui arrive à Monaco, on est alors en l'an 2000 et il arrive de Lyon-la-Duchère qui évolue alors en DH. Donc ça, quand je parlais un petit peu d'originalité, justement, c'est que Abidal n'est pas passé par un centre de formation classique. Il avait fait des essais à Lyon à l'époque, mais il n'avait pas été convaincu. Donc il s'était retrouvé là un peu à végéter dans les divisions amateurs. Et puis un jour, Boris, une révélation face à un club en plus rival, Oni de l'AS Monaco, sur un match de Coupe de France, qui propulse un petit peu Abidal dans le monde professionnel. Ouais, c'est vrai que Lyon-la-Duchère, c'est un club amateur et qui l'est toujours aujourd'hui. Ils ont changé de nom d'ailleurs, c'est le SC Lyon maintenant, mais qui s'était fait une petite notoriété dans les années 2000 parce qu'ils ont fait quelques parcours assez intéressants en Coupe d'Europe, en Coupe de France, pardon. C'était un des petits poussés qu'on retrouvait un petit peu régulièrement comme ça. Et effectivement, Eric Abidal qui avait à l'époque 21 ans déjà, qui était pas sur une filière classique comme tu l'as dit, mais qui va profiter d'un de ses parcours en Coupe de France pour se faire repérer par l'AS Monaco et pour être recruté dans la foulée, du coup rejoindre l'équipe qui venait d'être championne de France en l'an 2000. Boris aussi, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est le poste d'Eric Abidal. Alors, c'est vrai qu'il semble évident par son histoire, notamment à Lyon et au Barça, évidemment, comme latéral gauche. Mais c'est un joueur plutôt polyvalent, c'est un joueur d'ailleurs plutôt offensif au départ, il démarre attaquant, ensuite il passe un peu milieu gauche. D'ailleurs, ça c'est pas sans rappeler un petit peu Patrice Evra, d'une certaine manière, un joueur qui végète pas mal dans des divisions inférieures et qui puis d'un seul coup, se retrouve propulsé sur le devant de la scène, en reculant d'un cran, justement. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où Abidal s'en va, Evra arrive et Evra se lance vraiment, quoi. C'est ça, et tandis que Abidal se lance ailleurs. C'est des parcours presque un peu avec certaines similitudes, j'ai envie de dire. Oui, et puis c'est vrai que c'est autant Evra aura réussi là où lui a échoué à Monaco, autant en équipe de France, ça sera un peu l'inverse. C'est longtemps Abidal qui privera Patrice Evra d'une vraie place dans. Ça me fait penser, est-ce que tu faisais partie de ces gens abonnés au groupe Facebook, Evra en 1, Clichy en 2 et Abidal en 3 en équipe de France lancée sur l'after-foot? Alors, je n'en ai aucun souvenir, mais moi qui étais un grand fan de Patrice Evra, c'est pas impossible. Parce qu'effectivement, j'avais une petite préférence, c'était un peu un chouchou à l'époque, Patrice Evra.
Et Abidal, c'était quand même effectivement un joueur polyvalent, mais qu'on a vu quand même un joueur beaucoup moins offensif dans le gros de sa carrière, même ses plus belles années en équipe de France, à Lyon ou au Barça, c'était quand même plutôt un latéral, mais un latéral un petit peu défensif. Notamment, c'était le cas au Barça, c'était vraiment un défenseur qui équilibrait plutôt l'équipe, pendant que son compère à droite, Dani Alves, montait beaucoup. En équipe de France, c'était un petit peu pareil avec un Willy Sagnol, et il a vraiment eu une deuxième partie de carrière, ou une fin de carrière en tout cas, où il s'est vraiment recentré. Il y a un petit peu des similitudes qu'on pourrait voir avec un Lilian Thuram aussi, qui sûrement plus l'âme et les qualités d'un défenseur central, mais tellement fort par ailleurs que capable de dépanner aussi sur un côté, où les latéraux qu'on a en équipe de France aussi, finalement aujourd'hui. Donc voilà, c'est un joueur effectivement qui va beaucoup dépanner sur son premier passage. Il va jouer quand même, pour un joueur qui venait d'aussi loin, une bonne petite poignée de matchs sur ces 2 premières saisons, mais avec jamais de continuité, jamais réussir à s'installer. Voilà, des dépannages à droite, à gauche, une sorte un peu de Radji du très pauvre, quoi. Ouais. Donc enfin voilà, cette année elle est pas forcément très simple pour Abidal, qui joue très très peu finalement. Il a seulement 8 matchs, 9 matchs en tout, mais bon, mine de rien, assez positif, puisqu'il découvre la Ligue des Champions. La deuxième saison, il va jouer un petit peu plus, sauf que cette fois par contre il n'y a plus d'Europe évidemment, mais la saison est toujours très très délicate, cette saison 2001-2002, avec l'arrivée de Deschamps. Ouais, la première saison de Deschamps est pas bonne. C'est vrai que c'est une petite période un petit peu compliquée du club, ces 2 saisons-là. Donc Abidal, il est aussi à un mauvais moment du club, et très clairement, ça ne joue pas aussi en sa faveur d'une manière globale d'arriver dans une équipe qui tournait très bien et qui va très mal tourner. Et il va partir au moment où l'équipe va se remettre à bien fonctionner. Donc c'est dommage, on va dire. Jamais là au bon moment, quoi. C'est ça. Ouais. C'est en 2002-2003 où il est prêté à Lille, justement. Il va retrouver Maurice Claude Puel, et il va véritablement se lancer. Ouais, effectivement, Claude Puel, qui ne l'avait pas fait jouer tant que ça, mais qui a dû voir quand même des qualités chez ce joueur, parce qu'il va le ramener à Lille, et il va vraiment le faire exploser pendant 2 saisons, avec une très belle génération lilloise qui émerge sous Claude Puel, une belle équipe qui ira jouer de la Ligue des Champions, qui fera des podiums en Ligue 1, et Abidal qui ira là-bas s'imposer comme un des meilleurs latéraux du championnat de France, et qui du coup ira, ce qui se fait de mieux à l'époque en Ligue 1, là où tous les bons joueurs de Ligue 1 finissent à peu près à l'époque, c'est l'Olympique Lyonnais. Abidal, c'est vraiment quelqu'un qui est parvenu, qui s'est imposé à Lyon, qui ramène plusieurs titres de champion, et qui, consécration pour lui, s'impose derrière au Barça. Ouais, c'est vrai que son passage au Barça va être émaillé c'est une première fois. Alors je ne sais plus si c'est en 2009 ou 2010, mais il va déjà être touché plusieurs fois. Il fait jamais des saisons complètes, de toute façon, Barça, dès qu'il va avoir son problème au foie, il va être gêné. Et puis c'est vraiment la dernière saison, effectivement, en 2013, où il dispute que 5 matchs pour le Barça. Il est plus... il apparaît à ce moment-là d'être, si ce n'est fini pour le foot de très très haut niveau que représente le Barça à cette époque. Et voilà, ça l'empêche, on va dire, de continuer là-bas. Il a quand même fait partie de ce qui peut peut-être être considéré comme la meilleure équipe collective de tous les temps dans le football, une des en tout cas. Les Ligues des Champions de 2009 et de 2011. Mais l'aventure va s'arrêter un petit peu prématurément pour lui. Certainement que comme Thierry Henry, je pense qu'il a redécouvert le football avec Guardiola, en tout cas sous un angle assez nouveau, je pense. Et on en reparlera, parce que très certainement c'est aussi ce joueur-là qu'on a pu apercevoir lors de son retour à Monaco. Donc effectivement opéré en avril 2012 pour une greffe du foie, et c'est seulement un an plus tard qu'il retrouve la compétition. Et le Barça décide de ne pas le conserver. En tout cas, ils veulent en faire un ambassadeur. Abidal, lui, a encore envie de continuer de jouer, Rome. Et de manière assez surprenante, quand même, on le retrouve finalement à Monaco. Donc, à l'été 2013, il devient à nouveau joueur de l'ASM.
Ouais, bah, il va faire partie de ce mercato un petit peu fou, hein, qui est peut-être le meilleur mercato, en tout cas sur le papier, de l'histoire du club, hein. Voilà, il y a énormément de stars qui arrivent, certes, mais il y a aussi des joueurs un petit peu plus âgés avec énormément d'expérience. Il y a Abidal, mais il y a Carvalho aussi. Carvalho, d'ailleurs, ça va beaucoup mieux fonctionner au final que Abidal chez nous. Donc voilà, ils vont former une charnière pendant, en tout cas, quelques mois qui vont de très très haut niveau. On aurait espéré les voir à l'étage supérieur tous les deux l'année d'après. Voilà, malheureusement, Abidal, ça va durer qu'un an et j'ai presque envie de dire, ça va durer que 6 mois, quoi. Effectivement, et c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous ressentiez à l'époque. Moi, j'étais quand même assez inquiet, surtout, comme tu disais, on avait un recrutement assez très très ambitieux. Des joueurs comme Falcao, Moutinho, Rames qui arrivaient. Et derrière, on avait pris, entre guillemets, deux papis, qui étaient Carvalho et Abidal, donc des défenseurs de grand talent et de grande d'expérience. Mais c'est vrai qu'on se demandait, enfin, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu inquiet. Je me disais, mais quand même, les mecs ont minimum 34 ans, 35 ans. Composer une charnière centrale avec ça, c'est peut-être un peu juste. Qui plus est, avec le problème de santé qu'avait connu Abidal. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous ressentiez à l'époque, mais moi, j'étais quand même légitimement un peu inquiet à ces annonces-là, quand même. Ouais, moi pareil, hein, c'est vrai que on avait pris du très très lourd, on avait mis du 60 millions sur du Falcao, des gros montants sur des Rames, Moutinho. On a pu à un moment donné imaginer que ce serait pareil à tous les postes. En fait, on a plutôt cherché à faire des bons coups et à recruter malin sur les autres postes, hein, que ce soit pareil avec Fabinho, avec du Toulalan. Mais j'étais très sceptique. Il y avait l'âge, mais il y avait surtout Carvalho, c'était un peu la même donne qu'Abidal, c'est-à-dire un joueur qui était en difficulté, alors qu'il n'a pas eu les mêmes problèmes de santé, mais qui était en grande difficulté au Real Madrid, qui jouait plus du tout, qui avait touché ses limites en Liga. Et miser sur ces deux joueurs-là, moi, j'étais pas non plus des plus rassurés. Ils amenaient une énorme dose d'expérience et de professionnalisme, mais restait à voir ce que ça allait donner sur le champ, quoi. Ouais, et bon, sur le champ, par contre, on a vu, alors Rome, tu disais, ça a duré 6 mois, moins de 6 mois, mais ce qu'on a vu pendant ce laps de temps de la part d'Abidal, je pense qu'on a tous été très enthousiastes, peut-être surpris aussi. Parce qu'on a vu un joueur qui a apporté énormément de choses sur le terrain. Ouais, bah, si ma mémoire est bonne, il va pour le coup vraiment avoir une trajectoire contraire à Carvalho en plus, parce que lui, il va tout de suite être bon dès le début de saison. Il va pas lui falloir plusieurs mois pour se mettre en route, au contraire d'un Carvalho un peu diesel. Par contre, ça va pas durer longtemps. Ouais. Donc c'est vrai qu'au final, les deux ensemble vraiment bons, bah, ça a dû être le cas, hein, évidemment, mais relativement peu. Et à partir du moment où Abidal va perdre petit à petit sa place, lui, Carvalho va être de mieux en mieux, et Abidal, bah, on va malheureusement ne pas vraiment en profiter, en tout cas sur la deuxième partie de saison. Ouais. Effectivement, on l'a pas dit, hein, mais il va être tellement bon sur ses premiers mois, sur ses premiers matchs, qu'il va même retrouver l'équipe de France. Une perspective qui semblait assez éloignée pour lui sur sa fin de parcours au FC Barcelone. Ça faisait 1 an et demi à peu près qu'il n'avait pas mis les pieds en équipe de France. Très très vite après son retour à Monaco, il va réintégrer l'équipe de France, il va enchaîner les matchs. Peut-être que ça va jouer aussi dans l'enchaînement pour lui. Il va finir par s'essouffler. Il finira sur le fameux Ukraine-France en barrage. Oui, voilà. Avec la défaite des Bleus et où derrière il sera sur le banc au match retour et puis on le reverra plus jamais en équipe de France. Et puis c'est peut-être un peu là aussi que commence son déclin avec Monaco. Mais en tout cas, Bidal qui était en plus, on l'a pas mentionné, mais qui est arrivé et qui est revenu comme capitaine. Qui plus est, on lui avait immédiatement confié le brassard, donc on attendait mine de rien pas mal de lui. Abidal qui commence très vite à baisser de pied et on le voit disparaître progressivement du terrain et des feuilles de match sur l'année 2014, écarté à plusieurs reprises par Ranieri jusqu'à ce point d'orgue, ce clash qui intervient face à Lille. Donc on est au mois de mars 2014.
Ouais, moi je me rappelle aussi d'un déplacement à Bastia un petit peu avant où il part, il fait le déplacement avec l'équipe et il se retrouve en tribune. Et c'est vrai que lui vivait mal le fait d'être, il prenait ça un peu comme un manque de respect d'être mis en tribune justement, quoi, d'être appelé, de faire le déplacement et de pas jouer. Et du coup effectivement il va mal le prendre et probablement clash un peu point de non-retour avec Ranieri, puisqu'on verra plus que 2 fois Abidal passer ce match contre Lille jusqu'à la fin de saison. Il y a Isimat Mirin qui aura quelques matchs, Abdenour, donc c'est pas non plus des cracks qui lui passent devant. Mais voilà, la rupture est consommée et là aussi c'est une fin qui est pas aussi prometteuse que ce qu'on aurait pu espérer. Donc une fin un peu en autre boudin pour Eric Abidal. Si on se penche sur ces statistiques détaillées, messieurs, on voit donc qu'il a quand même aussi, bon, bien sûr, nettement plus joué sur cette dernière saison, cette saison 2013-2014. Mais c'est vrai qu'au final, il n'y a que 55 matchs, en fin de compte, sous le maillot de l'AS Monaco, ce qui reste assez peu et ce qui sera aussi un argument. Alors, du coup, on a un petit peu dressé le portrait d'Eric Abidal, messieurs. Maintenant, on va aussi parler de ce mur des légendes sur lequel figure Eric Abidal. La question est de savoir si il va figurer sur le nôtre. Je pense que les résultats vont déjà s'afficher d'eux-mêmes. La question, c'est est-ce que vous avez de quoi effacer un peu le mur des légendes? Voilà, je pense que la question, elle est vite répondue. Il y a beaucoup de croix rouges. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de croix rouges. Alors, il y a nos votes à tous les trois. On précise également que du coup, on a intégré le vote des auditeurs sur Twitter, puisque pareil, on vous laisse à la fois choisir l'émission suivante, enfin les joueurs, l'émission suivante, mais on vous laisse également vous exprimer sur ce vote et voilà. Votre vote constitue un quart du vote final. Rome, si tu veux éventuellement expliquer un petit peu comment aussi on a procédé avec notamment les critères qui sont affichés avec les étoiles sur ce mur pour établir une petite typologie du mur des légendes, de notre mur. Ouais, on est parti sur 4 gros critères, on va dire, principaux, un petit peu ceux qu'on avait déjà utilisés pour façonner nos différentes équipes avec Boris, essentiellement, vu qu'il m'avait accompagné quasiment sur toutes les équipes. Donc voilà, vous le voyez, vraiment, on est parti sur un côté niveau, longévité, palmarès, c'est ce qu'on a appelé la legacy, donc la légende, l'héritage du joueur, c'est un petit peu la catégorie un petit peu plus vaste. Moi, personnellement, c'est la catégorie dans laquelle je lui ai mis un petit peu plus, même si ça reste évidemment très faible. Et ça permet en tout cas d'avoir une première information, une première jauge par rapport aux joueurs pour savoir si oui ou non il peut figurer sur le mur. Voilà, vous voyez le peu d'étoiles qu'on a mis chacun à ce pauvre joueur. Damien, t'es monté à 2 en tout. Boris, c'est à 4 et moi-même, je suis à 3. On est également à 78% de non chez les auditeurs. Alors, ce qui veut dire qu'il y en a quand même 22% qui considèrent que c'est une légende du club. Personnellement, ça me fait un petit peu mal de voir ça, mais bon, bref. Donc voilà, très clairement, je pense que pour Abidal... hors Monaco. Oui, c'est une légende passée par le club. On peut aussi, si on voulait être un peu sympa. Mais... C'est pour ça que moi, je lui ai mis ces 2 étoiles sur la dernière partie un petit peu plus obscure. Parce que voilà, c'est un grand nom du foot français. Est-ce que c'est pas peut-être le second meilleur latéral gauche en carrière qui ait joué au club? Derrière Amoro, c'est devant Patrice Evra, ça se discute. Mais en tant que tel, en tant que joueur de Monaco, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien au palmarès. Il y a une 2e place et basta, quoi. Donc, il y a une 2e place. Et moi, tous les 3, on n'a mis aucune étoile parce qu'il y a une 2e place, mais à laquelle il contribue qu'à moitié, j'ai envie de dire, puisqu'il ne joue pas, qu'il joue la moitié des matchs. Et puis il y a 2 saisons. Alors là, on peut pas trop lui imputer non plus parce qu'il joue peu, mais il y a 2 saisons qui sont très mauvaises au niveau des classements. Oui, bien sûr. Mais pour le coup, les 2 autres saisons sont vraiment pas des réussites. Donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué là. Faudrait vraiment aller chercher loin pour lui mettre un peu plus que ça. Il n'y a pas de titre, effectivement. C'est assez faible, quoi. La longévité, c'est pareil.
Ouais. Il y a tellement de joueurs qui sont passés au club que même lui mettre une étoile, pour moi, c'était trop. Voilà. Après, on va voir sur les autres joueurs, il y en a qui ont gagné ne serait-ce qu'une Coupe de France, ou 2 titres, des campagnes européennes, etc. Il va quand même aussi falloir un minimum les dissocier aussi, ces joueurs-là. Donc Abidal, il est tout en bas de l'échelle, tout comme la longévité. 55 matchs, une seule en tant que titulaire. Encore que, on l'a dit, elle est quand même, elle part un petit peu à volo à partir donc du mois de février, c'est ça. Bon, forcément, c'est zéro quoi. Là où il s'en sort un petit peu mieux, c'est sur le, enfin un petit peu mieux relativement, c'est sur la question du niveau. En tout cas, chez toi, Boris. Ouais, c'est vrai que la question du niveau, ce qui est pas évident à prendre en compte, c'est la constance aussi. C'est-à-dire qu'à Vidal, il y a sûrement un pic d'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 sur une vingtaine de matchs à son retour. Par contre, c'est un pic qui va être très court, qui va mal se finir. Et puis il y a un premier passage où c'est à peine un joueur de rotation de Ligue 1, quoi. Donc voilà, j'étais un peu entre les deux. J'ai quand même voulu pas être trop bas parce que sur un temps court, mais il a vraiment été très très bon sur une quinzaine de matchs, je dirais. Mais voilà, c'est trop court pour monter. Moi, j'ai quand même mis deux étoiles. Juste pour donner un point de repère, mais il a quand même, cette saison-là, il joue quand même plus de matchs qu'un Rafa Marquez sur la saison du titre de 2000, par exemple. Donc sa contribution, je ne l'enlèverai pas non plus. Mais voilà, c'est trop court pour aller chercher plus que ça dans la catégorie où effectivement, c'est sûrement là que j'avais le plus envie de le récompenser un minimum, quoi. Oui, puis c'est vrai que j'ai mis qu'un parce que voilà, c'est de mon côté pareil, c'est ce pic que je trouvais vraiment trop court. Mais voilà, je suis d'accord aussi, il nous a quand même vraiment régalé, l'élégance qu'il avait dans son jeu au sol, dans les relances, c'est vraiment cette culture et ce style catalan très. Il y avait une marque guardiolesque dans ce jeu finalement, et voilà, on sortait de domination, d'hégémonie Barça aussi en Europe avec voilà, ça faisait quand même rêver pas mal de monde. C'est vrai qu'avoir un petit peu ce parfum-là, on va dire aussi à Monaco, c'était pas pour nous déplaire non plus. Hein. Ouais. En revanche, toi, Rome, c'est toi qui lui as mis la plus haute note, je puis dire, sur la legacy, justement, sur son aura, sur ce qu'il a, son héritage. Du coup, donc si tu, voilà, pour tout ce qu'il représente, quoi, tout simplement. Parce que c'est un grand nom, voilà, moi je mets plus ça là, parce que c'est un grand nom, qu'il a commencé entre guillemets à Monaco, même si c'est pas tout à fait le cas évidemment, c'est pas non plus un joueur formé au club, qu'il est venu finir également chez nous, que c'est un joueur du coup qui est passé par le club, mais ça mérite pas plus que 2 étoiles, parce que c'est pas non plus un joueur que tu associes au club, c'est pas un joueur auquel tu penses tout de suite quand tu penses à l'AS Monaco, c'est même pas un joueur qu'on avait mis titulaire dans l'équipe des années 2010 type. Moi, c'est pour ça que je lui ai mis 2 étoiles, parce que aussi je pense que la seule raison pour laquelle il est sur le vrai mur du club, c'est juste sur ce critère-là, quoi. Même si, pour moi, ça reste trop court. Mais ça peut que être sur ça. Ils l'ont pas mis parce qu'il est resté longtemps et parce qu'il a gagné des trucs. Donc, et non plus pour son niveau, parce qu'ils l'ont mis avant réellement qu'il rejoue chez nous. Donc en fait... Oui, c'est que pour ça. C'est que parce que un peu comme et puis voilà, il y avait ce retour qui, c'est en termes de storytelling, un peu comme le retour de Thierry Henry comme entraîneur. Tout recommence là où tout a commencé. Enfin, c'est ce genre de choses qui fait toujours un petit peu mouche, qui est efficace, et l'histoire pour Abidal aussi est intéressante pour la recommencer. C'est pas le seul à être revenu, c'est pas le seul qu'on ait eu envie de voir revenir aussi. Les Marseillais, ils attendent toujours Drogba. Donc, voilà, il y a toujours voilà. Nous, on attend toujours Fabinho. Il y a toujours ce parfum, ce souvenir. Et Moutinho. Non, ok. Enfin, voilà. Non, mais moi, c'est vrai aussi qu'à Vidal, il n'y a pas le côté
il y a moins le côté émotionnel, quoi. C'est pas un joueur qui a eu beaucoup de liens de sympathie, je dirais, qui a rarement généré je pense qu'il a généré le respect quand il est revenu, ça c'est clair, mais c'est pas le joueur qui a beaucoup la cote non plus sur les réseaux. Quand on voit les anciens de l'AS Monaco, sûrement que son passage a été trop court, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu froid, un petit peu distant aussi, qui inspire pas particulièrement le côté chaleureux. Le capital affectif est pas très élevé pour Abidal. Ouais, c'est quelqu'un qui parlait très très bien en interview, qui était intéressant, qui sûrement structurait bien dans le vestiaire, mais voilà, qui n'a pas suscité une cote de sympathie très importante non plus. C'est pour ça qu'il ne peut pas monter très haut dans ce critère-là, quoi. Ouais, effectivement, mais c'est vrai qu'après j'aurais eu tendance à mettre éventuellement 2 étoiles comme toi, Rome, mais là où je l'ai aussi un petit peu descendu, c'est parce que finalement il s'est pas comporté tout le temps comme le capitaine non plus exemplaire, et ça Ranieri notamment lui avait reproché après ces petits accrochages qu'ils avaient eu. Il lui disait pour moi c'est le capitaine, et le capitaine il doit toujours être avec l'équipe. Même si je le mets en tribune, il doit être alors je comprends qu'il soit déçu, mais pour moi il n'a pas été exemplaire comme capitaine, et pourtant c'est son devoir de l'être. Et c'est vrai que je rejoins Ranieri aussi sur ces critiques qu'il a pu lui formuler à l'époque. Je pense qu'à un moment Abidal a aussi un peu plus a pas été capable de prendre sur lui non plus, je pense. Effectivement, son avis, c'est un manque de respect envers le joueur, etc. Ouais, mais bon, à un moment donné, voilà, il était capitaine, et ces petits, pas bien grave non plus, mais ces petits écarts-là, pour moi, ça corne un petit peu son image et cette stature aussi qu'il avait et qu'il n'a pas forcément bien assumé, on va dire. En tout cas, vous voyez ces 3 croix donc pour nous, c'est-à-dire ce final cut qui fait qu'on ne met pas Eric Abidal dans la catégorie des légendes du club, et donc on ne mettront donc pas sur ce mur. La 4e croix, bien sur le mur et sur le bas-côté. Et cette 4e croix, donc voilà, c'est celle des auditeurs, donc 78%. A estimé que Eric Abidal ne mérite pas également de figurer sur ce mur des légendes. Alors, Boris, on s'est mis d'accord après de longues négociations, tergiversations, discussions. On s'est mis d'accord pour dire que les 4 croix, enfin en tout cas les 4 colonnes que vous voyez représentent une voix, et que pour figurer sur ce mur, il en faut 3 sur les 4. Donc voilà, les auditeurs auront aussi un rôle crucial parfois sur certains cas, peut-être pour valider ou non le passage sur le mur. Mais bon, Abidal c'était une cause perdue dès le départ. Ouais. Attendez-vous à des déceptions. Là où ouais, mais ça veut dire qu'ils seront quand même d'accord avec aussi Enfin, si le public fait des votes bizarres, il faudra quand même que ça soit corroboré par nous aussi, quoi. C'est-à-dire que si effectivement il y a un vote un peu trop enthousiaste sur certains, peut-être que nous on sera un peu plus on apportera un peu plus de tempérance, mais de même que si l'un de nous on va dire fait un petit obstacle à certains joueurs, peut-être que c'est justement les auditeurs qui permettront aussi de repêcher ce joueur-là en question. Je ne fais référence à personne en particulier, bien sûr, vous en doutez. Moi je pense surtout à toi en plus, donc bref. On va s'amuser. Ouais. Voilà, en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette émission pour Eric Abidal. Du coup, le prochain joueur, messieurs, en tout cas chers auditeurs, vous l'avez déjà choisi. Il s'agira de Ludovic Giuli. Voilà, donc Quelle surprise. Quelle surprise, on vous avait proposé un sondage, oui, parce qu'il y en a quand même quelques remarques. Je m'y attendais pas. Voilà, d'auditeurs qui nous disaient oui, je comprends pas pourquoi Eric Abidal il mérite pas d'être sur le mur. Voilà, on a évoqué son cas, mais du coup maintenant c'est vous qui choisissez les joueurs. Donc on vous a proposé un thème sur 4 joueurs qui peuvent ou qui sont déjà sur le mur, qui pouvaient légitimer une place sur le mur, de l'épopée 2003-2004 en Ligue des Champions, et c'est Ludovic Giuli qui est ressorti en tête des suffrages. Voilà, est-ce qu'on fera un mur des légendes sur l'autre légende de l'AS Monaco qui a joué à Lyon, la Duchère? J'ai nommé Fares Balouli. Alors dans le Hall of Shame, c'est même plus muré lui.
C'est même plus le muret là. Ouais. Enfin, donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis pour cette grande première du Mur des légendes. Merci Boris et merci Rome. On vous retrouvera du coup la semaine prochaine. Salut Et bisous.